Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. C'est une affaire de famille, celle d'un héritage. Que nous a-t-il laissé dans le monde après mon grand-père, qui paraît chez Fayard? La documentariste Céline Cousteau revient sur le parcours de ce grand-père très particulier, le médiatique explorateur Jacques-Yves Cousteau. Elle sera notre invitée à partir de 12h55. Mais d'abord, prix Goncourt pour les ombres errantes. Pascal Quignard pose en cette rentrée une dernière pierre à son dernier royaume, une œuvre monument en 11 tomes, un cycle ouvert il y a 18 ans sur l'écriture et qu'il referme aujourd'hui avec, chez Grasset, L'homme aux 3 lettres. Ni vraiment philosophe, ni vraiment romancier, c'est peut-être ça, être écrivain, on en parlera ensemble d'ici midi et demi. Et puis à partir du 30 septembre, à noter l'ouverture à la BNF de Paris, à qui il a fait don de ses archives d'une exposition qui lui est consacrée, Pascal Quignard, fragment d'une écriture. La grande table. Olivia Gesbert. Bonjour Pascal Quignard. Bonjour. Toujours aussi attentif. À l'époque, vous deviez apparaître comme un marginal, je me disais. Aujourd'hui, vous avez la vie que tout le monde rêve d'avoir, en fait. Vous êtes retiré, vous vivez seul, la plupart du temps, dans une maison avec un beau jardin, des livres et de la musique. Oui, c'est un bonheur qui est accessible pour beaucoup. Le fait de se retirer de la meute est parfois mal vu, mais c'est, je crois, quelque chose de très sain. C'est accessible, mais il faut être assez courageux pour faire ce choix quand même au départ. Ah, il y a un moment où ne plus avoir de rampe, ne plus avoir d'emploi du temps, ne plus avoir... Il faut vraiment peser que sur soi. C'est un affolement qui dure quelques mois, c'est tout. Et puis ensuite, après, c'est le bonheur. Et vous, comment vous l'avez acté ce départ? Qu'est-ce qui l'a provoqué, voire précipité? Oh, c'est une espèce d'anniversaire. Au bout de 25 ans où j'avais essayé une vie sociale ambitieuse, je me suis dit que c'était le contraire de ce que je pouvais souhaiter. Et je me suis dit que je n'allais pas répéter les 25 années suivantes dans cette prison-là. La prison, c'était la vie sociale. Donc ce qui vous a donné envie de fuir au départ, c'est pas ce qui vous a donné envie de rester, mais ce qui vous a donné envie de fuir, c'était les autres, c'était les contraintes, c'était le bruit peut-être aussi. Non, c'était vraiment, oui, c'était les autres. Ce n'était pas le bruit, il n'y a pas de bruit. Lorsque j'avais commencé à travailler, il s'agissait de lire pour un éditeur. Lire, c'est quelque chose de silencieux. Et puis, le métier a évolué de l'édition. Et de la lecture, on est passé à une sorte d'accompagnement des auteurs à une vie sociale qui s'est démultipliée et que j'ai redouté. Tout ce qui se passe autour, aujourd'hui, tout ce qui nous arrive collectivement à cette société, ça vous préoccupe quand même ou ça ne vous atteint pas? Vous croyez vraiment que l'existence collective ou nationale existe par elle-même? Ça n'est pas une illusion, politique ou je ne sais pas. De toute façon, on ne peut pas demander le point de vue du général au déserteur. Le déserteur n'a pas la capacité pour répondre. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements dont on parle et dont je ne vois strictement rien sur mon bord de rivière. Et ça vous va comme ça? Je ne suis pas moins au cœur du monde sur le bord de la rivière. Ce livre, cette série, ce dernier royaume, c'est un peu votre journal du confinement à vous, confiné que vous l'êtes depuis plus de 20 ans, confinement choisi, on l'évoquait. Pascal Quignard, enfin vous dites, comment dit-on d'ailleurs? Récoille? Requoi. 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 À la manière d'Ambroise. C'est un vieux mot qui ne se dit plus du tout. On dit encore peinture coite pour les natures mortes. On lui dit peu. Se tenir quoi, je ne sais pas si on le dit souvent pour être silencieux. Être en le requoi revient, au requiem, au repos, à se tenir, qu'il repose en paix, requiescante, comme disaient les prêtres autrefois. C'est une vie c'est très proche du mot recoin, rencognure. Vous voyez, oui. Être écrivain, finalement, alors, en vous parlant, c'est un peu ridicule. Être écrivain, c'est tous les mots sont des noms propres. Ils ont, un éveil
comme le chant des oiseaux. Et là, le mot quoi, requoi, requiem, le fait de se terrer. Allez, c'est amusant avec les animaux aussi, qui peuplent les recoins en tout premier lieu. Et ça, vous racontez cette anecdote, Saint-Ambroise qui se tenait en grand silence et recois, admiré comme tel par Saint-Augustin, qui décida quoi après cela? De devenir lui-même, mais pas écrivain, d'abord de devenir chrétien. Sans doute appelé aussi par la beauté, la majesté et le silence d'un évêque dans sa basilique, à Milan. Lui, ensuite, il est parti vers Carthage. Qu'est-ce qui l'a motivé? Je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas. Ensuite, il dit que sa conversion s'est faite autour d'un chant d'enfant entendu dans un jardin. Mais en tout cas, il a été ébloui par un homme silencieux qui avait l'air d'être encore plus heureux à l'intérieur de son livre qu'à faire un sermon dans sa basilique. Et vous dites que c'est peut-être là le mot-clé du livre que vous avez écrit, cet homme aux 3 lettres. Penser, aimer, peindre, parler avec vous. Tout est sujet à réflexion, à question, à digression aussi. Pascal Quignard, dans ce dernier tome du Dernier Royaume, vous interrogez notamment la littérature. Pourquoi arrive-t-elle en dernier ou en avant-dernier, en fin de cycle, cette littérature? Je ne suis pas en fin de cycle. Vous n'avez pas fini votre Dernier Royaume? Non, si vous voulez, il y aura d'autres pierres encore. Il y a deux conditions, oui. La première était que je meure dedans. C'est-à-dire que ce soit océanique. C'est-à-dire que je ne puisse pas avoir, c'est un ensemble de livres, je ne puisse pas avoir un point de vue panoramique sur ce que je faisais, un point de vue volontaire. C'est donc très proche du rêve, une série de rêves. Et l'autre point était l'imprévisible, à savoir que je ne pouvais pas faire de l'association libre dans un livre, comme les psychanalystes peuvent le faire pour faire surgir l'inconscient au cours des épisodes dramatiques qu'ils revivent. Mais je pouvais, me donner l'ordre que chaque chapitre serait le plus différent possible, le plus imprévisible au précédent. Et dans cette mesure-là, l'océanique plus l'imprévisible, c'est le genre littéraire que je me suis inventé dans lequel je plonge. Je plonge, mais on ne peut pas dire que je suis noyé encore. Attendez ma mort pour pouvoir dire que c'était le dernier. Vous menez l'enquête en tout cas, et vous explorez, cette fois encore, des pistes très différentes pour tenter de comprendre ce que ce terme de littérature inclut, épouse. La psychanalyse, la linguistique, la philosophie, les peintres ou encore les mythes antiques, la littérature, ou l'idée que vous vous en faites aujourd'hui. Est-ce qu'elle est au croisement pour vous de toutes ces disciplines, forcément? Non, c'est vraiment quelque chose qui arrive, pas du tout comme la musique. La musique, l'audition, vous l'avez même dans le premier monde, dans le ventre de votre mère, vous avez cette audition, vous avez cette émotion par le biais des ondes et de la musique. La littérature, c'est cette invention très curieuse de l'écriture, le dialogue que nous avons en ce moment, nous parlons de bouche à oreille, s'éteint. Il n'y a plus de bouche, il n'y a plus d'oreille, il n'y a plus d'interlocuteur, il n'y a plus qu'une main dans l'espace qui se voit au travers des yeux. C'est une expérience très spéciale, très neuve. Je comprends d'ailleurs très bien que la littérature et que la lecture ne soient pas le propre de chacun. C'est quelque chose qui exige une faroucherie, une solitude, quelque chose d'une mise au silence de la langue, mais une mise à l'écart du monde aussi un peu. Et cette expérience-là, moi je la trouve fabuleuse et j'y suis le plus heureux possible. Mais ça reste une expérience d'énigme. C'est pas une foi ou une religion. C'est même peut-être une expérience un petit peu athée. Et dans littérature, vous motez autant la lecture que l'écriture? Oui. Je ne pense pas qu'on puisse écrire sans avoir lu. Vous me direz, le premier homme qui a écrit, mais il avait déjà entendu. Oui, il faut avoir l'expérience. Mais c'est comme nous en naissant. Il faut avoir l'expérience de quelque chose d'extrêmement passif pour pouvoir naître et agir. Et il faut avoir l'expérience bouleversée de celui qui lit, qui ne sait pas incontrôlablement, qui ne sait pas ce qu'il va découvrir dans ce qu'il lit, pour avoir le désir de prendre à son tour un crayon et de volontairement chercher à bâtir un livre. 1977, Roland Barthes parle de la littérature, parle de ce mot valise et de la manière dont il a été dévoyé.
Le mot littérature est devenu vraiment un mot valeur. C'est un mot qui avait un pouvoir de valeur, et qui était très lié d'ailleurs à tout un appareil institutionnel, soit à travers des académies ou des groupements, pour ainsi dire, professionnels d'écrivains, soit à travers l'enseignement de la littérature, soit à travers tout simplement le commerce. Et c'est justement parce que le mot littérature s'est trouvé en quelque sorte compromis un peu dans cet appareil institutionnel assez marqué, sinon politiquement, tout au moins idéologiquement, que on l'emploie maintenant avec méfiance. On a une espèce de sentiment honteux vis-à-vis de la littérature, et on parle plutôt maintenant d'écriture ou de texte. Maintenant, on peut se demander si la littérature étant descendue en tant que mot tellement bas dans l'échelle des valeurs, on ne peut pas en quelque sorte le reprendre. C'était son envie, en tout cas, Roland Barthes, reprendre ce mot, l'idée qu'il en avait. Est-ce que vous aussi, est-ce que vous avez senti qu'à un moment c'était un mot un peu galvaudé, un peu abîmé, compromis peut-être, et ça expliquerait cette entreprise littéraire? C'est merveilleux d'entendre, au-delà de la mort, parler comme ça aussi bien d'ailleurs, Roland Barthes. C'est un vrai plaisir. Je ne connaissais pas du tout ce témoignage. Vous remarquerez que Roland Barthes ne donne pas la moindre définition. Il n'en donne que la valeur ou le désaveu de valeur. Il se trouve qu'il était lié, de toute façon, lui aussi, à Émile Benveniste. Il n'en donne pas de définition parce qu'on ne sait pas au juste d'où vient ce mot. Ce mot a pu être dévalué, mais de toute façon, il n'avait aucun sens. On ne sait pas ce qui, derrière littéra, derrière la lettre, derrière diphtéra peut-être, la peau, on ne sait pas l'étymologie de ce mot. J'aime infiniment, moi qui aime les énigmes, j'aime infiniment qu'il y ait deux mots dont on ne sache absolument pas d'où ils proviennent, quel est leur passé. C'est le mot littérature et c'est le mot éros. Il n'y a pas dans le dictionnaire grec de possibilité de savoir d'où a pu surgir ce mot. Et j'aime bien que les mots surgissent comme ça, de la nuit, comme des comètes. Et vous avez cherché pourtant, hein, vous racontez cette quête-là, chercher à comprendre peut-être finalement pas tant l'origine réelle de ce mot littérature que le mystère qui entoure encore aujourd'hui sa création. Vous êtes un écrivain de l'énigme, vous revendiquez l'imprévisibilité, la spontanéité, la perte de la maîtrise aussi, c'est quelque chose qui ne vous panique pas, ce sont des qualités, c'est aussi ce qu'on retrouvera dans un beau livre qui vous est consacré sur le geste de l'abandon. La tâche de l'écrivain est simple, écrivez-vous dans L'homme aux trois lettres, Pascal Quignard, et elle comporte deux volets, couper la langue et coudre les lèvres. Expliquez-nous. Couper la langue, c'est la section, comment dire, de la langue orale qui n'est qu'un flux continu sous les formes de lettres, c'est l'écriture, couper la langue. Fermer les lèvres, c'est... Mais je raconte des anecdotes aussi là-dessus qui expliquent cette férocité. Fermer les lèvres, c'est... Une chose sauvage dans la littérature, c'est le fait, en effet, de rester dans son secret. C'est de ne pas exprimer oralement, mais émotivement. C'est peut-être même, dans le fond, crypter. Crypter un peu comme l'hiver, c'est crypter les oiseaux et les plantes sous une couche de neige. Il y a là, sous une couche de silence, une émotion, comment dire, différée, qui fait la splendeur des livres de, je ne sais pas, sur la lande d'Émilie Brontë ou les merveilles des rêveries solitaires de Rousseau. Et couper la langue, ça vient aussi d'un événement mythologique qui est arrivé à celle qui s'est fait violer, et pour ne pas raconter ce viol, sa langue lui a été coupée. Et du coup, elle va pouvoir tisser ce récit autrement. C'est aussi ça ? Et l'origine de qui c'est ? Vous racontez très bien cette belle histoire. Non, très mal. Et l'origine, c'est l'origine du rossignol, qui, comment dire, au cœur de la nuit. D'ailleurs, Lucignolus, rossignol, le mot rossignol, pardonnez-moi de parler encore des... Et là, on a l'étymologie, et c'est celui qui fuit la lumière. C'est celui qui chante au milieu de la nuit. Il y a là, dans la souffrance de cette gorge égorgée,
de ce mythe que vous évoquez si bien, l'histoire du rossignol. Vous aimez bien vous moquer de moi. Je me souviens de ça, de notre première rencontre. La lecture est un vol sans bruit, écrivez-vous aussi, Pascal Quignard. Vous semblez associer la lecture au silence et à la solitude. Plus qu'un partage avec un auteur, vous ne le percevez pas comme ça, vous, l'acte de lire, hein, cette idée d'entrer en communication avec un autre auteur et peut-être parfois aussi un grand esprit. Et on a le sentiment que lire ne vous donne pas à vous directement ce sentiment d'appartenir à une communauté. Peut-être si à une communauté de lecteurs. Ça, vous sentez ce partage-là quand vous lisez ? Il faut dire que la communauté de lecteurs, si elle existe, de toute façon, elle ne se rencontre jamais dans le réel, puisque chacun lit solitairement dans son coin, dans son recoin. C'est une société secrète. Une société secrète. Là, j'aime bien l'idée d'une société secrète, mais je préfère encore le mot solitude à celui de société secrète. Il y a, si vous voulez, à qui, comment dire, dans les rêves que nous faisons la nuit, à qui s'adressent ces images? Est-ce vraiment au fond de nous-mêmes celui qui prend la parole? Non. À quel regard il s'adresse? Il y a un peu la même chose dans la littérature. À qui s'adresse le livre? Il s'adresse pour celui qui l'écrit à quelque chose de très incertain, à une ombre. Et pour celui qui lit, c'est la même chose. Il ne s'adresse pas à lui-même, à son reflet, c'est pas à son ego, c'est pas du tout. Un peu comme dans le rêve, il est à la merci d'une succession incontrôlable. La solitude. Je vous propose d'écouter la définition qu'en donne le scénariste de Bellatar, l'écrivain hongrois László Krasznaorkai. L'appel de la solitude, il le raconte. La solitude est l'état naturel de l'homme. Si ce n'était pas le cas, akkor az elképzelhetetlen, hogy találkozzon az un homme ember a qui n'est pas szépséggel, egy solitaire ne peut pas közösségi rencontrer lény la beauté. találkozása a L'homme qui szépen, vit au milieu d'une communauté ne az rencontre nem pas reális cette beauté de történet. cette façon-là. Megint csak egy olyan emberi érzést C'est comme pour hozok l'amour. példaként, mint a Une communauté ne szerelmet. peut pas Egy s'aimer, közösség nem lehet ne peut szerelmes pas être amoureuse. egymásba. Vannak dolgok, és ezek a legfontosabb dolgok, amiket az ember szemtől Il y a des szembe choses egyedül kell que véghez l'on ne vigye, peut faire illetve que seul, a face à face, találkozásban avec egyedül vesz l'expérience részt. que l'on a. Egyedül Je születek nais meg, seul. egyedül találkozom a Je széppel, rencontre amely la lehet beauté borzalmas is, seule, qui peut être terrible aussi, és egyedül halok. et je meurs seul. Ça vous parle, Pascal Quignard, cette On peut idée? juste ajouter à cette belle définition, on meurt seul, on rêve seul, mais surtout, dans le premier monde, on est seul dans le ventre de sa mère. Il y a quelque chose de fusionnel peut-être à un corps qu'on ignore, mais on ne sait pas qu'elle est là, elle qui nous enveloppe et qui nous contient. On est seul. Mais vous parlez de la joie du premier royaume, en un clin d'œil à Madame de Lafayette, et du plaisir qu'elle prenait aussi à toucher ses livres. Est-ce qu'il y a aussi une joie, pensez-vous, dans le dernier royaume? Ou plutôt, est-ce que vous attachez cette idée, ce moment, à une autre émotion? Non, ça n'est qu'une séquelle de l'émotion. L'émotion, c'est naître, c'est pas vivre. L'émotion, c'est naître, c'est quitter le premier royaume. C'est quitter l'émotion d'un contenant qui est un livre, d'un contenant abstrait qui est un livre. Elle est perceptible avec émerveillement à chaque printemps lorsque les oiseaux construisent leur nid. Voir construire spontanément, sauvagement. Il y a déjà le besoin d'une sorte de coquille, de recoin. Et c'est une chose merveilleuse que l'espèce vivante ait besoin. Même les corolles des fleurs sont finalement des sexes qui se protègent. Il y a donc une joie comme Madame de Lafayette, de toucher un livre, pour vous aussi, on imagine, ce contenant pur, hein, comme vous l'écrivez. C'est une joie utérine, une joie de premier royaume, une joie de complétude absolue. Écrire, c'est pas non plus un dialogue pour vous, Pascal Quignard? Non, je crois que là la définition qu'avait donnée Émile Bavenich, c'est vraiment là où l'interlocuteur s'effondre, n'existe plus. Le livre est ce lieu. Mais regardez, pour la lecture, quelqu'un qui s'installe sur son divan, qui place ses coussins, qui s'assoit d'une façon particulière, qui étend ses jambes ou pas, vraiment, il se met dans une position extraordinairement solitaire, mais absolument confortable. Pourquoi? Pour oublier son corps.
dans l'ouverture des pages qu'elle a sous les yeux. Et ça, c'est presque comme la construction d'un nid chez les oiseaux. Écrire plonge la pensée dans un infini sans autrui, dites-vous. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous êtes peut-être entouré, mais en tout cas, pas de visage qui se dessine clairement, pas de destinataire de vos mots. On va écouter un dernier témoignage, celui de Nathalie Sarraute, si vous le voulez bien, sur son rapport, celle qu'elle ressent, qu'elle comprend entre littérature et musique. Généralement, ça m'émeut à un tel point et ça me dérange. Ce n'est pas du tout quelque chose que je peux écouter quand je travaille ou quand je réfléchis à mon travail. Je peux lire seulement à ce moment-là. Mais la musique, souvent, me fait presque peur. À un tel degré, elle me transporte ailleurs, hors du monde dans lequel j'existe et je travaille. Et j'ai toujours peur de m'arracher à ce monde-là. Alors j'écoute quelquefois avec beaucoup de joie de la musique, mais c'est comme des récréations presque défendues. C'est pas du tout une chose qui m'aide. C'est une chose au contraire qui m'empêcherait plutôt de travailler. Et j'admire la musique à un tel point. Et à côté, la littérature me paraît un art tout à fait inférieur. Extrait après ces mots de Nathalie Sarraute, Pascal Quignard, de Boutès, celui qui saute, conçu par Maglone Vidal en 2012, inspiré de votre livre à vous, paru 4 ans plus tôt. Boutès, cette figure de l'argonaute, ce compagnon de Jason, parti avec lui à la recherche de la toison d'or, et qui s'était lancé un peu imprudemment, seul, vers le chant envoûtant des sirènes. Dans Boutès, édité chez Galilée en 2008, vous nous offrez votre petite mythologie personnelle aussi sur la musique, que, à l'instant, Nathalie Sarraute hiérarchisait par rapport à la littérature. Juste indiquer aux auditeurs pour Boutès qu'un récital a été conçu par vos soins avec la pianiste Aline Piboul et qu'on pourra vous écouter tous les deux samedi 3 à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, à Paris. Sur cette hiérarchie, vous la faites vous aussi entre littérature et musique ? Il y a deux choses, ça fait plaisir d'entendre Nathalie Sarraute, mais il y a deux choses, elle a peur de plonger. Boutès a plongé, vous dites imprudemment, mais génialement, il a eu raison de plonger. Ulysse a eu tort, Orphée a eu tort, il faut plonger, il ne faut pas avoir peur de cette peur de la musique. La musique, de toute façon, il ne faut jamais avoir peur de la peur. C'est très curieux, c'est beau ce qu'elle dit, c'est beau ce qu'elle dit. Que ce soit l'art, c'est l'art premier, puisqu'il fait appel au mouvement cardiaque et à l'audition pure, sans qu'on puisse la relayer, puisqu'on n'a pas de voix, on n'a pas de bouche, ni rien dans le ventre de nos mères. On est là dans un état passif par rapport à l'émotion de la musique, qui fait que c'est le premier des arts, mais premier pas forcément en hiérarchie, j'aime pas beaucoup les hiérarchies, premier en tout cas dans l'ordre chronologique de ce que nous pouvons éprouver. Mais justement, dans L'Homme aux 3 lettres, vous présentez la littérature comme un absolu. Vous diriez que musique et littérature partagent le même absolu ? Non. Mais dans les très beaux livres, le silence du livre est une forme d'intonation. Il y a une voix de Nerval qu'on n'entend pas, mais qu'on entend cependant. Il y a une voix dans les très beaux passages de Colette qui n'est pas la voix bourguignonne de Colette, mais qui est une autre voix qu'il a possédée. C'est une forme peut-être de musique extrême. Mais ça n'empêche que la musique, la vraie musique,
la voix soprano d'une femme qui chante tout à coup ça, comment dire, Remember Me de Purcell, là, on plonge au cœur de l'émotion. Plus étendue que l'ontologie du monde, plus nombreuse que les êtres qu'elle désigne autant qu'on veut, plus vaste que tous les genres qu'elle configure, la littérature n'est même pas bornée par la vérité. La littérature ne trouve même pas sa limite dans la capacité d'exprimer. C'est la meilleure définition que vous en ayez trouvée? Écoutez, je ne m'en souvenais pas d'avoir écrit ça, mais ça me paraît très bien, oui. Mon royaume qui n'est pas dans mon âme est peut-être dans les temps. Ce royaume aujourd'hui, plein d'hallucinations aussi, vous continuez à l'habiter, vous continuez à y être heureux. Oui. Oui, ça étend en effet la sensorialité, ça étend la contemplation. Non seulement on y est heureux, mais ça approfondit ce bonheur. Est-ce qu'on peut chacun se construire un royaume, son propre royaume? Mais bien sûr. Il suffit simplement d'évacuer tous les faux royaumes. Mais on a chacun, comment dire, un secret, un trauma, une blessure, quelque chose qui n'est qu'à nous et qui nous bouleverse plus que le reste. Et c'est de là que naissent les royaumes. Oui. Il faut aller puiser dedans. Oui. Sans peur, sans peur. Comme lui, comme votre argonaute, comme Boutès. Comme Boutès. Merci beaucoup Pascal Quignard. Merci. Alors on pourra donc voir à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, à Paris, cette exposition qui avait été prévue là encore avant le confinement et puis qui a été montée, démontée, suspendue en tout cas, et qui ouvrira ses portes à partir du 30 septembre au public. Vous avez fait don de vos archives, ce qui est particulier, vous vous délestez, hein, vous allégez, mais on peut aussi partager quoi? Il y aura des manuscrits. Il y a des manuscrits de Boutès, il y a des affiches, il y a des morceaux biographiques, il y a des... Vous me voyez aussi quand j'étais conducteur à l'armée, conducteur de camion avec une barbe de présocratique. Pascal Quignard, fragment d'une écriture, ce sera donc à la BNF de Paris, L'homme aux 3 lettres chez Grasset. C'est pas la dernière pierre, donc on vous recevra très prochainement pour continuer à tenter de cerner les frontières de ce royaume que vous vous bâtissez. Merci beaucoup Pascal Quignard.